parler de la question que tu m'as posée dans un de nos échanges où je imagine en toi si, d'ailleurs la question je peux te la poser, tu as dû te la poser des centaines de fois, si c'est pas plus, mais c'est vraiment une question, moi c'est quelque chose qui me touche et qui est très importante pour moi, mais en tout cas qui est cette analyse de la pratique pour qu'il y ait ce décalage, ce recul que le travailleur social doit prendre par rapport à ses propres modèles, par rapport à ses propres références, à l'idée qu'il a, qu'est-ce que c'est d'être parent, et de se poser à un moment donné la question, là aussi c'est un de nos échanges, mais qu'on soit parent ou pas encore, on a nos parents, comment on a été avec nos parents, comment on est avec nos enfants, pour un peu qu'on ait un enfant ou quelqu'un dans notre famille qui soit aussi dans une institution, comment on se positionne. Et en plus, on est travailleur social où on s'occupe de familles, on s'occupe de jeunes qui sont elles-mêmes en difficulté. Et s'il n'y a pas une prise de recul et un travail qui se fait pour soi, en soi, ça me semble compliqué. Dans quelques outils là, que tu as dit, pour finir, parce qu'on me fait signe aussi qu'on doit s'arrêter, est-ce qu'il y a d'autres outils que tu penses pouvoir créer avec ton équipe, ou des outils que tu as envie de créer à l'avenir pour travailler sur ce lien fragile? Parce que quand on parlait tout au long de nos échanges sur cette notion de parentalité, on se disait mais qu'est-ce que c'est difficile de travailler avec une notion fragile quand on est nous-mêmes dans un contexte mouvant et donc fragile. Une institution avec tout ce que ça comporte, de prix à la journée, etc., les lois, la gestion du travail partenarial, voilà, combien c'est difficile de travailler avec cette notion. Et comme c'est tout le temps en mouvement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à créer des outils? Et donc, quels outils tu aimerais créer? Alors, avant de te répondre, ta question me fait penser à une chose, c'est que des institutions comme ici, je crois que comme on est sans arrêt en mouvance constamment, il y a des filles qui partent, des filles qui arrivent, enfin, je veux dire des histoires pas possibles constamment. On est sans arrêt dans un... quelquefois on a l'impression d'un rouleau compresseur tellement il y a d'événements, quelquefois même dans une journée. Donc moi j'insiste énormément là-dessus. Un foyer il peut exister que s'il y a une équipe. Et donc, et même le travail social, de manière générale, c'est un travail d'équipe. Et ça, c'est vraiment capital. Pour moi, on ne peut pas porter tout seul, ici par exemple, 30 filles, c'est pas possible. Donc c'est vraiment chacun à sa place, comment il peut porter, comment il peut porter le travail quelque part, comment il peut porter les difficultés de chaque fille, de chaque situation. Alors après, oui, alors juste dire que pour répondre, pour être correct, pour répondre à la question de votre... Juste dire que dans la loi 2007 aussi, il est demandé à ce que, comme on fait du sur-mesure, comme on doit être emmené à faire du sur-mesure, c'est comment on doit aussi proposer des prises en charge un peu différentes, soit modulées ou autres. Alors donc je suis un peu dans cette réflexion-là, et on en parlera avec l'équipe, mais on va vers ça. Voilà. Super, merci. Moi je voudrais revenir sur un petit mot que tu as dit au départ. Michel, c'est bon? J'ai l'impression que le son a tu as dit laisse-moi faire ma part. Et je trouvais que c'était toute la question de du sujet, c'est quelle est la part de chacun. Et ça m'amène à quelque chose parce que j'ai entendu des mots qui sont des mots plutôt de la compétition, c'est-à-dire du jugement, comme des mots comme rivalité, étiquette, jugement. Moi j'appelle ça la logique de compétition. Et des mots de la logique de la coopération, qui serait de la co-construction, de l'alliance. Toutes ces choses dont tu as parlé. Et en fait, tout votre travail, j'ai l'impression, c'est passé de cette logique, qui est de la pénurie, quelque part, à une logique d'abandon. Là, par cette alliance avec les familles, il y aurait quelque chose de bon à faire. Et une troisième idée est sur l'autonomie, parce qu'il me semblait qu'on en avait échangé tous les trois.
tu disais, le travail aussi, c'est de les amener à l'autonomie, mais on a peu de temps. Et moi, ça me fait penser à une métaphore de l'omelette au jambon. C'est-à-dire que dans l'omelette au jambon, la poule, elle est concernée, mais le jambon, il est impliqué. Et je crois que c'est ça pas mal, en fait, parce qu'il y en a un qui s'en sort bien, l'autre, quand même, il y reste. Et je trouve que les familles, elles ont à continuer ce chemin avec leur jeune adulte, et que vous n'êtes plus là. Et donc il y a ce passage aussi, et chacun sa part, quoi. Et à un moment donné, on en parlait dans les interventions d'avant, il faut s'arrêter à un moment donné. Oui, voilà. On aurait pu parler d'affiliation, c'est comment on s'affilie aux personnes avec lesquelles on travaille, aux jeunes et aux parents, mais en ayant en tête qu'à un moment donné, on va nous aussi se séparer. On est un passeur en fait. Oui, tout à fait. On intervient au moment où il y a une crise. C'est JLA qui parle des crises prévisibles et imprévisibles, qui font que du coup ces parents demandent à ce que leur enfant soit pris en charge, ou ne le demandent pas et c'est donc un tiers qui le demande. Mais comment on accompagne ça, mais jusqu'à un moment donné que les aider à traverser cette crise. Et dans cette crise, puisqu'en plus ce sont des adolescents, et que l'adolescence va venir aussi bousculer toute cette notion de parentalité, comment on accompagne cette crise, comment on est passeur, comment on les aide à dépasser cette mauvaise passe, pour éviter les ruptures, pour éviter les rejets. Et comment on essaye de ne pas rentrer dans l'urgence pour justement traverser la crise. C'est ça aussi. Juste une chose. Oui, juste un petit truc à dire. Il y a deux, je veux dire, ici, la durée du placement, c'est à peu près 2-3 ans. Et donc, ça, comment dire, il y a 3 étapes. Et chaque étape n'est pas si évidente que ça. C'est l'arrivée de la jeune, c'est tant qu'elle passe ici et quel travail on fait, mais après, c'est comment elle retourne dans sa famille. Ça encore, c'est autre chose. Et donc, le travail, c'est en 3 temps. Toujours. Et dès qu'on est un peu plus faible sur un temps... Comme une valse, en fin de compte. Est-ce qu'il y a des questions? C'est ce que je voulais vous demander sur l'aspect retour dans la famille. Est-ce que vous avez des échos ensuite de ce qui se passe, de votre l'effet de votre travail? Oui, de manière générale, il y en a toujours qui sont en lien, on sait à peu près quoi. Après, moi, j'ai pas de chiffres, j'ai rien. Et ceci dit, en général, il y a une consolidation de liens entre la fille et les parents. Je voulais juste faire part de ce que j'ai éprouvé en vous écoutant. Je me disais que les familles, elles ont sans doute de la chance de passer par ici. Parce qu'en fait, ce que j'ai entendu de cette bienveillance, d'en rencontrer a priori, à minima, le petit bout du parent possible, c'est ça qui m'a particulièrement touchée. Et en fait, il me semble que ça peut le faire, que ça peut marcher, que si a priori, l'équipe éducative, et je suppose son directeur, pense des choses comme ça. Sinon, il ne suffit pas d'avoir une loi qui dit qu'il faut le faire. Parce que ça reste plaqué. Si on n'a pas a priori cette idée-là que c'est possible, alors il me semble que la rencontre aura besoin de beaucoup d'instruments extérieurs ou d'outils, et que ça pourra ne pas le faire au bout du compte. Et ce que je trouve précieux pour le parent qui aura la chance de passer par ce passage-là, cette traversée-là, c'est que ce sur-mesure, avec un sur-mesure qui ne reste pas figé et qui s'ajuste au fur et à mesure de l'évolution de ce parent, c'est cette dynamique qui me semble drôlement intéressante. Ça veut dire que vous la permettez, cette dynamique. C'est-à-dire que le parent ne reste pas figé dans sa posture d'échec, entre guillemets. Et ce que vous permettez en faisant ça, en l'accueillant comme ça, dans ce côté de parent potentiellement suffisamment bon à un moment donné de sa vie, alors, même les rivalités qu'il pourra ressentir en étant évidemment en opposition avec vous, à un moment donné, vous
saurez, je suppose, les dépasser, les travailler, parce que ça sera possible de les accueillir même avec cette rivalité-là. Et du coup, de réussir à dépasser ça leur permettra de l'avoir éprouvé, ou peut-être au moins une fois dans leur vie, et de les requalifier en tant que parents. Ils pourront peut-être, grâce à ce passage, être parents de leur enfant à nouveau, pour une fois ou d'autres fois. Alors, ce que vous dites me fait penser à une chose, c'est que vraiment, on fait en sorte, enfin, bon, on n'y arrive pas toujours, mais on fait en sorte, dès qu'on reçoit une fille, on sait qu'elle ne restera pas ici des années. À moins que vraiment il y ait un besoin bien précis. Donc, forcément, on pense aux liens avec les parents, comment on peut consolider les liens, comment... Et forcément, on ne peut pas le faire autrement que par l'accueil et puis travailler ensemble avec les parents. Je crois que c'est toi d'ailleurs qui le disais, mais c'est aussi cette question du désir. Si le parent il ne sent pas en face des éducateurs, des travailleurs sociaux, un directeur qui ne croit pas... Voilà, il faut que le parent il sente qu'on croit en lui, qu'on le sent capable. Et ça me fait penser souvent à des parents qui nous demandent de faire des choses, et où en tout cas moi ça me met mal à l'aise. Et je leur dis, mais si je fais à votre place ce que vous me demandez, c'est comme si je ne vous considérais pas capable. Et comme je ne peux pas, je ne le fais pas. Et c'est là le point fondamental. Moi, j'ai été très touchée par le fait que vous avez idée que pour travailler vers, comment dire, pour travailler à qualifier ce lien ou à l'accompagner, au moins, vous avez idée déjà que pour les parents qui viennent vers vous ou qui sont amenés par le juge, vous avez idée déjà qu'eux-mêmes tricotent leur propre parentalité. On en a beaucoup parlé ce matin de transmission, de modèles ou de contre-modèles, et on peut prendre... voilà, mais on tricote aussi avec ça. Et tenir compte de ce tricotage pour les accompagner à aider leur enfant, je trouve que c'est un processus extrêmement intéressant, et c'est là qu'on peut faire émerger, comme vous le disiez, toute la compétence, mais en tenant compte de ça. C'est qui parle de fruit d'une construction toujours menacée. Et le fruit, je veux dire, à quel moment il est mature. Donc, je veux dire, avec le tricotage dont tu parles, c'est que c'est long et c'est le travail de toute une vie. Pour aller dans le même sens de ce qu'a souligné Roselyne, je trouve que c'est important, c'est de souligner, vous ne l'avez pas nommé comme ça, mais je crois qu'il y a de ça, c'est comme un décalage ou une inversion des logiques. C'est-à-dire, les personnes arrivent là avec l'idée déjà qu'ils sont en échec et avec l'idée, elles ont un problème. Et finalement, on va leur poser la question que tu disais, Alain, c'est pas seulement une question sur le problème que bien sûr il faut définir et arriver à le travailler pour arriver à une forme de demande et d'alliance, ça d'accord, mais en même temps, on va bifurquer, on va décaler cette chose-là et on va leur dire, à côté du problème, qu'est-ce qui marche, quoi? Qu'est-ce qui marche au sens plus profond du terme? Mais qu'est-ce que vous faites de bien? Qu'est-ce que vous vivez de bien? À quel endroit vous êtes investi? Je sais bien que c'est tout un travail, ça ne se pose pas, là, comme je le dis avec les mots tout de suite. Mais au fond, on sort de la logique juste problème, on va vous amener une solution, et on passe à une logique qui serait plutôt niveau de compétence que vous avez, et voyons voir ce qu'on peut mailler, ce qu'on peut créer avec cette compétence-là. Et je trouve que c'est le même genre de décalage de logique que tu as insisté dans ta question, Virginie, plusieurs fois, et Alain y a partiellement répondu, mais je trouve que c'était important que tu insistes, qui est de dire aussi, on est dans quelle représentation l'adolescente, elle va avoir, par exemple, de la parentalité. Quelle représentation le parent en difficulté va avoir de la parentalité. Et en fait, tu poses la question, et là aussi c'est un décalage de logique, tu poses la question, mais l'intervenant, le professionnel, quelle représentation il a de la parentalité?
Voilà. Et du coup, ça met dans les deux situations, ça met complètement une position d'humilité à la place du professionnel. Hein, c'est-à-dire, on est sorti, ou on veut sortir, ce qu'il y a sûr, de l'image d'un professionnel qui serait dans une espèce de toute puissance et qui aurait les bonnes réponses. Mais non, le professionnel a aussi des représentations et il travaille aussi avec ce truc-là. Et si on oublie qu'on est tripartite dans cette histoire-là, forcément, ça ne peut pas le faire. Voilà. Donc, je trouve que c'est important ce que vous proposez vraiment dans ce sens-là, de dire de décaler ces logiques automatiques, de proposer autre chose. Après, bon, je veux dire, c'est un peu idyllique ce qu'on dit aussi, parce qu'il faut voir aussi la réalité. Il y a des parents qui s'appuient complètement sur nous. Donc c'est comment on va amener ces parents-là à reprendre leurs responsabilités. Aussi. Merci. Merci à vous. Cyril, tu es prêt? Donc, il y a quelque chose qui est assez paradoxal pour moi dans la parentalité, c'est qu'en tant que parents, on est les arcs qui sont les flèches et on est là pour les amener un jour à s'envoler, et à développer à rentrer dans leur liberté, leur autonomie. Et à la fois, on parle de conflits, de loyauté, de choses comme ça, la loyauté au départ, elle est bonne. Être loyal aux sentiments, être loyal dans les bonnes choses, c'est bon, mais quand elle est dans la version négative, on est dans quelque chose qui freine au contraire cette autonomie, qui freine cet envol. Et c'est de ça dont va nous parler Cyril par le prisme des addictions. C'est ça. Ici. Donc j'ai la lourde tâche de vous accompagner jusqu'à l'heure du repas. Je m'excuse déjà pour les plus affamés, je vais essayer quand même d'être assez concis. Je risque de partir un peu dans tous les sens. C'est bon, c'est bon. De suite, on m'accuse d'une mauvaise manipulation. Donc, le sujet dont on m'a demandé de parler, c'est la dépendance et les loyautés. Alors, du coup, j'ai triché un peu, ce sont les restes de ma formation de juriste, tout en restant quand même un peu dans les clous. C'est-à-dire que j'ai souhaité vous parler de quelque chose que je connais, pas de partir dans des choses très théoriques, mais vous parler un peu de la pratique de thérapie familiale que j'ai pu avoir dans le cadre d'un centre de soins en addictologie. Donc, pour parler de la dépendance, voilà, pourquoi ne pas parler des addictions? Alors bien sûr, l'addiction, ça va être une porte d'entrée. Un des mécanismes du fonctionnement familial, et je vais vous demander peut-être une gymnastique, c'est de transposer ce mécanisme de l'addiction à d'autres mécanismes. Ça peut être la violence conjugale, ça peut être la dépression, ça peut être tout ça. Voilà, gardez en tête que quand je parle d'addiction, ça peut être autre chose. Juste, bon, qu'est-ce que j'entends par addiction? J'ai pris une définition très très courte à vous soumettre. C'est la dépendance d'une personne à une substance ou une activité génératrice de plaisir dont elle ne peut plus se passer en dépit de sa volonté. Vous savez qu'aujourd'hui, il existe les addictions sans produit. Il n'y a pas que les addictions à l'alcool et aux autres toxiques. Il y a le jeu, il y a d'autres choses comme ça. Dans l'approche systémique, un des fondamentaux de l'approche systémique, Virginie en a parlé parce que c'est le jargon un peu, mais c'est la notion de symptôme. Juste un mot sur cette notion-là, puisque c'est une notion qui m'a beaucoup guidé dans la pratique un peu d'addictologie et qui m'a ouvert plein de portes. Donc on désigne par symptôme la personne qui rencontre des difficultés dans la famille. Donc la personne qui présente des difficultés dans la famille est porteuse d'un symptôme. Et ce symptôme, ce qu'on dit aussi en approche systémique, c'est que ce n'est pas un problème, c'est une solution. C'est une solution qu'a trouvée la personne pour s'adapter à son environnement. Qui dit solution dit bénéfice secondaire, et qui dit bénéfice secondaire dit résistance au changement aussi. Donc, si on part du principe que l'alcool est un symptôme, dès lors, ce qui va être important à faire, c'est de ne pas rester focalisé sur l'alcool, par exemple, les autres toxiques, mais de s'intéresser à la fonction de l'alcool dans le système familial.
Je vais partir d'un exemple concret et je dirai un petit peu ce que m'a appris cet exemple-là. Donc c'est l'exemple de Michel. Michel, elle a une cinquantaine d'années et elle a 2 enfants, Cédric et Marina. Donc Marina qui a 27 ans et Cédric qui a 17 ans. Michel rencontre des problèmes d'alcool depuis une quinzaine d'années, voilà, peu après la naissance de son fils. Marina va jusqu'à l'âge de 17 ans, en plus de sa place de fille, se retrouve dans une position très parentifiée à l'égard de son jeune frère. C'est-à-dire qu'elle va prendre le relais pour pallier aux difficultés de sa mère à poser des choses pour Cédric. Mais à l'âge de 17 ans, Marina fait le choix de rompre avec ce fonctionnement et de ce rôle-là qui ne lui convient plus. Simplement, elle peut y rompre que dans la rupture et la fuite. Elle quitte la maison du jour au lendemain. Dès lors, se retrouve Michel avec son fils Cédric, et les cartes sont redistribuées. Michel dira qu'à cette époque-là, elle n'a pas pu lutter pour poser des limites à son fils, que c'était trop difficile par rapport à son addiction. Donc Cédric va grandir dans une espèce de forme peut-être de sans limite, de toute puissance, etc. Mais en même temps avec une forme de protection pour sa mère. Elle va la protéger face à ses alcoolisations, se débarrasser de temps en temps de quelques bouteilles, d'adopter comme ça des comportements, j'y reviendrai, c'est ce qu'on appelle aussi la codépendance. Si ce n'est qu'un jour, il y a 6 mois auparavant, Michel décide d'arrêter de boire. Donc on pourrait se dire, c'est super, c'est une bonne nouvelle pour la famille, il va s'améliorer. Et bien c'est le contraire qui se produit. Et on voit Cédric qui commence à monter en puissance, puisque Michel, dans cette nouvelle organisation, veut retrouver son rôle de mère, veut reposer des limites, des contraintes, retrouver une certaine indépendance aussi dans sa vie de femme, qu'elle va signifier aussi à son fils. Et là, Cédric, étant donné qu'il n'a pas validé ce changement, parce que Cédric, il le subit ce changement, là, va se poser des problèmes de comportement. Il va monter un peu en violence et poser des actes à l'égard de sa mère. À l'occasion donc d'une de ces scènes de violence, Michel, n'arrivant plus à lui poser de limites, va faire appel à la police, qui va venir chercher Cédric et qui va l'amener à l'hôpital psychiatrique de Pau. Cédric, il reste 3 heures, il fait une fugue, et revient dans une dépendance de la maison, mais à l'insu de sa mère. Simplement, il va semer des indices, voilà, la chaise de jardin qui est ouverte, une couverture, etc. Et à un moment donné, sa mère, qui voit le manège et qui sait que Cédric n'est pas là, pour rentrer en communication avec lui, va lui écrire un mot qu'elle va glisser dans une bouteille. Donc, j'ose le mauvais jeu de mots, hein, la bouteille à la mer. Mais quelque part, elle vient réintroduire à un moment donné le produit dans la relation, comme si ça venait faire un ciment. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation-là? Donc, si on s'intéresse à la fonction du symptôme dans l'organisation familiale, le symptôme de l'alcool, quelle était sa fonction? L'alcool lui permettait d'abord de définir le rôle de chacun. Chacun était un rôle prédéterminé et de maintenir l'équilibre familial. Alors par équilibre, c'est vrai que des fois on a une connotation assez positive de l'équilibre. Non, l'équilibre entendu stabilité, c'est-à-dire que ça ne s'effondre pas. Maintenant, il y a des équilibres bien sûr qui sont dysfonctionnels. À la différence de Marina, qui elle, par identification, a fait le choix d'y renoncer, ce que je vous disais, c'est que Cédric, ce n'est pas le cas. Il a subi. Du coup, il a eu une difficulté à s'adapter aux nouvelles modalités, les modalités relationnelles. Et du coup, le système familial a été déréglé. Et Cédric, en montant en pression comme ça, ce qu'il cherchait, c'est de provoquer un nouvel équilibre familial. Et ce nouvel équilibre pouvait passer dans la rechute de Madame. Parce que peut-être qu'inconsciemment, le fait qu'elle rechute aurait repositionné les personnes exactement dans leur place antérieure, ce qui lui convenait bien à lui. Voilà. Je ne sais pas si c'est un exemple qui vous parle, mais c'est vraiment cette fonction-là. Quelques mots sur la famille et la codépendance. Donc la première expérimentation donc, de l'alcool, des toxiques, le premier regard, le premier discours sur l'alcool, etc., va se faire dans la sphère familiale. L'enfant, en fait, va intégrer les réactions parentales à ces différentes choses. Alors pour le produit, par exemple, l'enfant il va intégrer si l'alcool ça sert uniquement pour les événements festifs, ou si peut-être les parents s'en servent pour gérer un stress, pour gérer un deuil, pour gérer des conflits par moment. Et du coup, il va intégrer ça au plus profond de lui-même.
C'est pareil pour les autres mécanismes. Il va observer ses parents et puis intégrer comment ses parents vont répondre au stress, aux émotions, à la maladie, au deuil, etc. Donc, dès lors, l'enfant, par exemple, par rapport à l'alcool, va coller une image, voilà, par rapport à ce produit-là qu'il va pouvoir répéter après quand il sera, lui, arrivé à l'âge adulte. On dit souvent que les enfants font en fonction de ce qu'ils voient et pas de ce qu'on leur dit. Un parent fumeur dit à son fils « il ne faut pas fumer parce que ça peut tuer », qu'est-ce qu'il en reste du message? Est-ce que l'enfant va écouter le message de ses parents ou à un moment donné se dire que finalement, pour être parent, il a intégré que la cigarette, c'était pas mal à certains moments pour faire descendre le stress à la fin de la journée. Pendant très très longtemps, donc l'accompagnement des personnes addictes a mis en avant la nécessité d'un éloignement familial. Alors là, par exemple, je fais un parallèle avec le placement d'enfants sur une MEX. À un moment donné, on s'est dit que le fait d'extraire l'enfant de son milieu familial pouvait arranger les choses. Donc il est vrai qu'il y a un travail qui se fait, alors, par exemple dans le cadre de la MEX, dans une cadre de la cure. Je vais rester sur l'exemple, moi qui mon fils directeur, une personne donc est addicte, part en cure pendant 3 semaines, se seule. Simplement, au moment où elle va rentrer dans son environnement de vie, si sa famille n'a pas enregistré ces changements et ces modifications-là, le risque, c'est la rechute. Un exemple qui se répète, qui ne peut même pas être nominatif tellement il s'est répété dans la pratique d'addictologie, c'est monsieur et madame sont mariés depuis une dizaine d'années, monsieur traverse des problèmes d'alcool depuis cette période-là, du coup madame gère le quotidien de la maison, gère les enfants, gère les accompagnements, elle est épuisée, elle n'en peut plus, elle dit, bon, le couple, voilà, maintenant, elle dit à son mari, soit tu vas te faire soigner, soit on arrête ensemble. Donc le monsieur arrive, vient en cure, et puis à la fin de la cure, arrive, c'est un nouveau monsieur qui revient à la maison, sans alcool, et bien il va vouloir reprendre sa place, il va vouloir reprendre une place, donc il va commencer à se mêler de l'éducation des enfants, chose qu'il ne faisait pas avant, il va vouloir accompagner les enfants à l'école, chose qu'il ne faisait pas avant, et madame va quelque part se sentir complètement désinvestie de choses qu'elle faisait avant. Donc arrive un sentiment de culpabilité, je ne suis plus la bonne mère que j'étais avant, je ne suis plus là pour mes enfants, etc. Ça dérègle complètement la machine. Donc il y a des conflits qui naissent, et des fois dans ces conflits, ben, madame elle peut lancer, de toute façon tu tiendras pas. Voilà. Et des fois, effectivement, tout le système va faire en sorte que ça ne tiendra pas. La loyauté, elle rime souvent avec la culpabilité. La loyauté, c'est je ne dis pas ce que l'autre attend que je dise et je ne fais pas ce que l'autre attend que je fasse. Alors la loyauté, pour illustrer, je vais prendre un exemple un peu plus récent qui sont mes nouvelles fonctions, un peu de chef de service dans un lieu accueil parents-enfants, où là, par exemple, on voit souvent des enfants qui ont conscience que leurs parents ne sont pas prêts à changer pour l'instant. Alors tant que leurs parents ne sont pas prêts à changer, ils vont aller les conforter un peu dans leur position. Donc un parent qui va rejeter avec véhémence un placement, ben l'enfant, ça va être difficile de faire alliance avec le placement. Si par contre il y a quelque chose de plus apaisé dans le placement, dans le parent, un peu comme l'adoption aussi, mais quelque chose d'apaisé, d'accepté, c'est le parent qui dit c'est la meilleure solution pour mon enfant, et bien ça va mieux se passer. Je songe à une mère que j'ai rencontrée la semaine dernière sur un contrat, et quand on fait un contrat comme ça d'accueil sur le lieu accueil par enfant, on lui demande si c'est difficile pour elle d'être en contact direct avec l'assistante familiale qui va amener l'enfant. Dans quel cas, on fait une forme de décalage des arrivées pour éviter... Et elle disant non, moi je m'entends très très bien avec l'assistante familiale, et précisant, j'ai moi-même été placée quand j'étais jeune et ça se passait très bien avec l'assistante familiale. Donc on sait que dans cette situation-là, même s'il y a une forme de répétition, ben c'est une maman qui va peut-être faciliter le placement de son enfant dans cette période-là qui est temporaire. La loyauté, ça m'inspire aussi donc une autre de mes casquettes actuelles de chef de service là sur un CHRS avec l'accueil des familles. Le fait qu'on fait avec les familles des contrats d'hébergement et d'accompagnement. Donc c'est des points qu'on fait avec la famille pour discuter un petit peu des grands axes avant de parler d'un relogement, etc. Donc il y a beaucoup de familles, de parents qui viennent à ce moment-là avec leur enfant. Et nous, voilà, la position institutionnelle, c'est de dire c'est pas la place de votre enfant sur ce moment-là, parce qu'on va discuter de choses qui relèvent de l'intime, des choses douloureuses, etc. Il y a certains parents qui l'entendent, et il y a certains parents, ben, c'est compliqué parce que l'enfant va avoir vraiment une fonction dans ces entretiens. Je songe à un entretien où,
établir une forme de compromis. On s'était installé dans un lieu où il y avait plein de jouets pour enfants un peu plus loin, etc. Donc on commence le contrat avec la maman et son enfant joue plus loin, mais vraiment c'était 3-4 mètres plus loin. Et à un moment donné, on aborde quelque chose d'un peu plus douloureux, et cette dame, sa voix change, il y a l'émotion qui monte, et à ce moment-là, on voit son fils à l'autre bout de la pièce qui s'arrête, qui se saisit comme ça, qui se sidère, qui fonce vers sa mère comme ça, et qui monte sur ses genoux pour faire tiers entre moi et sa mère. Et à partir de là, bon voilà, l'entretien qui était complètement... Voilà, cette forme de loi